Bonsoir à tous et bienvenue. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 17 juillet 2024. Pourquoi le RHDP va gagner la prochaine élection présidentielle? C'est le thème de la première édition des rendez-vous du RHDP qui s'est tenue aujourd'hui. Vous entendrez les arguments de son porte-parole, Kobenon Kwasi Adjumani, dans ce journal. La Direction générale des impôts veut accroître les recettes. L'optimisation du rendement était au centre d'un séminaire qui s'est tenu ce jour. De la culture dans cette édition avec le portrait d'un artiste qui immortalise le temps avec la fumée. L'évanescence, c'est le thème principal de ses œuvres. Les rendez-vous du RHDP, c'est la tribune lancée par le parti au pouvoir il y a de cela quelques jours pour contrer les critiques et promouvoir l'action politique. La première édition a eu lieu aujourd'hui et ce porte-parole Kobenon Kwasi Adjumani a été formel quant à la victoire de son parti à la présidentielle de 2025. Le reportage de Pierre Dipomela. Rue Le Pic, siège du RHDP dans la commune de Cocody. À cette première tribune politique appelée les rendez-vous du RHDP, c'est l'éléphant du zinzin Kobenon Kwasi Adjumani, l'invité. Dans un ton à la fois détendu et engagé, il démontre pourquoi son parti, le RHDP, de par sa nomination sur le terrain, ne peut pas manquer le rendez-vous des présidentielles de 2025. Le conférencier en donne quelques raisons, notamment la qualité du candidat, le président Alassane Ouattara, et le bilan de celui-ci. Relativement à la présidentielle de 2025, plusieurs raisons objectives confortent en effet notre position et ici particulièrement, nous allons en citer quelques-unes. La première, c'est notre candidat, le président Alassane Ouattara. Ce qu'il représente à lui tout seul, son équation personnelle, son aura politique, son leadership exceptionnel. La deuxième raison de notre victoire certaine en 2025, c'est le bilan du président Alassane Ouattara. C'est un bilan qui est visible, audible et tangible aux quatre coins du territoire national et ce, dans les domaines que vous connaissez. Le ministre Adjumani a aussi tenté de déconstruire les arguments de l'opposition qui attribue le succès électoral du RHDP à un découpage électoral biaisé. L'un des arguments que l'opposition agite pour contester notre hégémonie sur l'échiquier politique consiste à dire que le RHDP gagne les élections en Côte d'Ivoire parce que le découpage électoral aurait été taillé à sa mesure. Nous allons vous démontrer, preuve à l'appui, que c'est faux, archi faux, et que cela relève de la pure manipulation. Depuis son accession en 2011 à la magistrature suprême, contrairement aux mensonges proférés et propagés par l'opposition, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a créé que 4 nouvelles communes. Et ces communes sont Atiéguakoro, Gbeleban, Assini Mafia et Ndoussi. Comme on le constate, de tous les régimes, celui qui aura utilisé le moins possible le découpage électoral, c'est celui du président Alassane Ouattara, parlant des régimes. Les rendez-vous du RHDP est un rendez-vous bimensuel avec la presse pour mettre en lumière les réalisations du parti en matière de performance économique, de progrès social, de développement des infrastructures, ainsi que la promotion de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.
La Direction générale des impôts a organisé un séminaire de réflexion et d'échange orienté sur le bilan du deuxième trimestre 2024 et les perspectives pour le troisième trimestre. Cette rencontre qui s'inscrit dans la volonté de la DGI d'accroître les recettes s'est déroulée autour du thème « Stratégie pour l'amélioration du rendement de l'impôt foncier ». Et c'est un reportage de Nadia Edia et d'Éric Kimou. Au 30 juin 2024, la Direction générale des impôts a mobilisé pour le deuxième trimestre de l'année en cours 1 235,7 milliards de francs CFA de recettes fiscales contre un objectif de 1 314,7 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 78,9 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 94%. Face à ce déficit, les agents des impôts ont été encouragés à redoubler d'ardeur. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car toute défaillance de notre part pourrait avoir des conséquences préjudiciables à un niveau que nous ne pouvons pas imaginer sur le fonctionnement de l'État, sur la trésorerie de l'État, sur la mise en œuvre du programme national de développement. Afin de relever ce nouveau défi, la Direction générale des impôts doit résolument se tourner vers l'élargissement de l'assiette par tous les moyens. En dépit de cette baisse, la DGI reste optimiste quant à l'atteinte de ses objectifs globaux pour l'année 2024. Et cela passe par l'amélioration de plusieurs points, notamment la collecte de l'impôt foncier. Une attention particulière devra être accordée aux niches importantes qui demeurent encore sous-fiscalisées, notamment dans le foncier et la fiscalité immobilière. Il vous appartiendra de jouer pleinement votre partition dans la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes fiscales sur le moyen terme, élaborée avec le concours de vos services. Quant à M. le ministre, je puis vous affirmer qu'il a pris la pleine mesure de l'urgence de renforcer les moyens d'action des services fiscaux pour de meilleures performances. Ce séminaire bilan et perspective s'est tenu autour du thème « Stratégie pour l'optimisation du rendement de l'impôt foncier ». Pour le second semestre de l'année 2024, les objectifs de recettes de la Direction générale des impôts sont fixés à 2 309,3 milliards de francs CFA. Vous pourrez bientôt connaître le niveau de consommation de vos appareils électroménagers. Les importateurs auront incessamment l'obligation de le mentionner à travers des étiquettes apposées sur les appareils. Tous les acteurs ont été informés par le directeur général de l'énergie avant le début de la sensibilisation des populations. Les explications de Pierre Dipomelin et de Karine Kassi. Trècheville, rue 12. Ici, divers appareils électroménagers sont exposés dans les magasins. Avec la récente augmentation du coût du kilowattheure, les clients font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent en termes de consommation du courant. Le critère, c'est la consommation. Donc, toute personne cherche à payer les appareils qui consomment moins. Il y a beaucoup de clients qui nous réclament de savoir si c'est A++, si ça consomme moins, si ça consomme plus. Tout le monde est plus regardant là-dessus. Quand ils viennent, ils se basent beaucoup sur la consommation du courant. On leur propose la classe énergétique qui consomme moins. C'est justement pour aider les consommateurs à choisir leurs équipements électroménagers en toute responsabilité que le gouvernement a décidé d'étiqueter les lampes électriques, les climatiseurs, les réfrigérateurs et congélateurs. Le directeur général de l'énergie s'est chargé d'informer les importateurs et tous les acteurs au cours d'une rencontre qui a dévoilé les étiquettes que les Ivoiriens devront lire pour éviter d'acheter des équipements énergivores. Nous savons que les appareils électroménagers contribuent pour beaucoup dans la facture d'électricité des populations. Aujourd'hui, nous avons sur le marché des appareils qui sont énergivores. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, à travers cet arrêté, a décidé ainsi de donner la possibilité aux consommateurs de faire des choix sur l'appareil le plus efficace. Une mesure qui peut aider à faire baisser les factures d'électricité. Il faut faire la propagande pour qu'on puisse savoir que désormais, il faut regarder sur l'appareil avant de l'acheter. Ça va nous aider aussi. C'est quel appareil qui nous fait beaucoup de dépenses sur la facture. Après cette rencontre d'information, le directeur général de l'énergie a annoncé une campagne de sensibilisation à travers le pays afin de familiariser les populations aux nouvelles étiquettes, mais surtout à savoir les lire.
Et économiser l'énergie dans les administrations publiques, c'est la vision du ministère des Mines et du Pétrole et de l'Énergie. Le ministre Sangafoa Coulibaly a procédé hier au lancement de la campagne de sensibilisation. Il s'agit de vulgariser les bons réflexes pour économiser l'énergie dans les services publics. Les explications de Pierre Dipomelin et de Joseph Zicré. Le gaspillage de l'électricité dans les services publics n'est pas sans conséquence pour l'État. Inculquer les bonnes pratiques à travers une sensibilisation de masse, c'est ce à quoi le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie veut s'atteler. Le ministre Sangafoa a dit la nécessité de réduction des charges par des gestes simples et responsables. Les conclusions de plusieurs diagnostics énergétiques réalisés cette année par le ministère en charge de l'énergie dans les bâtiments publics ont révélé que 25% de l'énergie consommée l'est pendant des heures d'inoccupation. Nous aurions donc pu réduire le coût de la facture d'électricité, rien que pour l'année 2023, de 11 milliards de francs CFA. Projet qui va être piloté sur le terrain par la Direction générale de l'énergie, avec l'appui des partenaires tels que le GIZ. La campagne que nous lançons aujourd'hui repose donc sur deux piliers fondamentaux. Premièrement, la sensibilisation. Il s'agit d'emmener les fonctionnaires à comprendre l'importance des économies d'énergie et les impacts des actions quotidiennes que nous menons. Cette campagne vise à éduquer et à informer tous les fonctionnaires sur les enjeux énergétiques actuels. À travers les ateliers et les outils de communication, nous expliquerons les gestes simples et les pratiques à adopter pour réduire nos consommations d'énergie. Ce projet va être piloté sur le terrain par la Direction générale de l'énergie, en appui avec les partenaires tels que le GIZ. Cette sensibilisation de l'administration publique aux économies d'énergie fait suite à la campagne qui vise à l'étiquetage des appareils électroménagers à l'endroit des populations qui devront elles aussi utiliser des équipements peu énergivores. Plusieurs pays africains seront en Côte d'Ivoire pour réfléchir à l'épineuse question du logement en Afrique. Il s'agit d'une initiative du Centre pour le financement du logement abordable en Afrique et de l'Union africaine. Plus de 200 participants des secteurs publics et privés sont attendus à Abidjan. Les explications de Salif Yalekoui et de Cheikh Bleu. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abritera pour 72 heures des assises sur la question de l'impact du logement sur les économies en Afrique francophone. Cette conférence, prévue les 19, 20 et 21 septembre prochains, sera une aubaine pour les participants d'examiner le rôle du logement abordable sur l'économie, ainsi que les mécanismes permettant d'améliorer son impact et son efficacité. Ce rendez-vous, co-organisé par le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique et l'Union africaine pour le financement du logement, avec le soutien du ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a été présenté. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut rappeler que c'est quand même 1520 milliards de francs CFA que la production du logement a apporté en termes de contribution au PIB. C'est aussi 4,3% de notre PIB aujourd'hui. Le secteur du logement constitue le troisième plus gros pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire. Il est bon donc que nous puissions, à travers ce genre d'ateliers et de séminaires, montrer le retour, n'est-ce pas, de l'impact positif du logement sur l'économie nationale. Le CAHF, créé en 2014 en Afrique du Sud, est un groupe de réflexion indépendant dont le travail s'étend sur le continent. Quant à AUHF, fondé en 1984, il s'agit d'une association industrielle composée de banques hypothécaires, de sociétés de crédit entre autres. Les deux structures sont des acteurs clés dans la promotion du développement en Afrique. L'impact du VIH sur la population sera évalué à travers le projet SIFIA 2024. Le projet sera lancé dans 2 jours et le directeur général de la Santé a tenu une conférence de presse ce mercredi pour expliquer le déroulement de ce projet. Le reportage de Kassim Diabaté et de Tanguy Konan. En prélude au lancement du projet d'évaluation de l'impact du VIH sur la population SIFIA, le directeur général de la Santé était face à la presse ce mercredi afin d'informer la population sur la mise en œuvre du projet. SIFIA 2024 a pour objectif de décrire la situation actuelle de l'épidémie du VIH et l'utilisation des services de prévention, de prise en charge et de traitement en Côte d'Ivoire. Isolement ivoirien.
réalise avec l'appui de ses partenaires, notamment le gouvernement américain, cette nouvelle enquête SIFIA 2024. SIFIA nous permettra d'apprécier les comportements à risque. L'enquête SIFIA a pour cible les personnes âgées de 15 ans et plus, vivant en Côte d'Ivoire. Nous aurons 5 zones pour la collecte de données. Le projet SIFIA 2024 entre dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Le lancement du projet est prévu pour le 19 juillet et ciblera plusieurs zones du pays. Si vous êtes des adeptes de la semoule de manioc, communément appelée Atiéké en Côte d'Ivoire, ce festival pourrait vous intéresser. Vous êtes conviés à la 7e édition de l'Atiéké Tour qui se tiendra du 30 août au 1er septembre 2024. Cette édition se déroule dans un contexte de labellisation de ce mets qui symbolise le Made in Côte d'Ivoire. Les organisateurs du festival étaient devant la presse pour donner des précisions. Kassim Diabaté et Cheikh Bleu ont suivi cette conférence de presse pour vous. Tous ambassadeurs de l'Atiéké Tour est le thème de la 7e édition du festival Atiéké Tour qui renaît après une période de pause. Cet événement culturel a pour objectif de valoriser et promouvoir l'Atiéké, un des mets les plus prisés du pays, désormais labellisé par l'État ivoirien. Nous organisons cet événement pour déjà promouvoir une richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. L'Atiéké est aujourd'hui, au niveau culinaire, une identité ivoirienne. Nous aurons un forum, dont nous aurons le forum sur la thématique de l'Atiéké enfin, l'Atiéké de Côte d'Ivoire enfin protégée. Quelle perspective de développement? Le festival, qui se dénommait Poisson Tour, est rebaptisé l'Atiéké Tour pour cette 7e édition. Cette année, ce sont plus de 10 000 festivaliers qui sont attendus à cette rencontre. Dans leur ambition de faire de l'Atiéké un plat de référence à l'échelle mondiale, les organisateurs de cette initiative veulent explorer de nouveaux horizons pour promouvoir la semoule de manioc, l'Atiéké. Je vous propose à présent le portrait d'un artiste qui immortalise le temps à travers la fumée. Bamouin Sanzé est passionné d'art depuis son enfance. Il donne vie aux figures et forme aux ombres. Son principal outil de création est la fumée. Il transcrit ses gestes sur la toile par des marques grises et vaporeuses ou fragiles. Daniel Kadio et Cheikh Bleu sont allés à sa rencontre. Il a un art bien particulier. Bamouin Sanzé est un jeune artiste peintre de 28 ans dont le principal outil de création est la fumée. Kadi Jolie, c'est ce souci-là de représenter peut-être une beauté qui est peut-être fugace, une beauté qui ne se détériore pas mais qui se profile comme du bon vin à l'avenir, genre avec le temps. Passionné par le monde éphémère, l'ex-étudiant des Beaux-Arts de l'INSAC tire son inspiration de l'art contemporain. Au début du travail, ça s'apparentait à la pyrogravure et à la gravure parce que c'était plus un chalumeau que je mettais sur un contact, peut-être une surface en 2 ou 3 dimensions. Mon objectif pour moi, c'était de brûler. Et puis avec le temps, lorsque j'ai commencé à avoir ces effets d'évanescence, d'évasion sur des surfaces, je me suis dit, tiens, je peux continuer là-dedans. C'est surtout sa fascination pour ce monde parallèle qui l'a conduit vers cette technique. Il y a cet idéal de vie que j'aimerais présenter en disant que tout est éphémère. Voilà, qu'on ne maîtrise pas le temps. Que même si c'est un mauvais temps qu'on passe, mais il faut quand même garder un souvenir de la chose. Et je ne fais que capturer ces émotions. La fumée, pour moi, je vois ça comme un moyen de représenter ce qui est peut-être inconnu. Mais c'est aussi un élément spirituel. Même culturellement, en tant qu'Africain, lorsqu'il y a une fumée, lorsqu'il y a le feu, ça monte dans les cieux. Donc, brûler par exemple de l'encens, même au village, lorsqu'on brûle quelque chose, c'est une manière, surtout avec le rapport avec la cendre, c'est une manière d'immortaliser des moments, c'est une manière de dire par exemple merci à des entités, c'est une manière aussi de symboliser une certaine évasion, une certaine extase. La plupart du temps, de nuit, il guide la flamme sous sa toile renversée et donne vie à des formes, des lignes, des cercles, à la manière d'une écriture invisible, avant de se retrouver face à face à ce qu'il avait imaginé dans son esprit. Généralement, je travaille plus lorsque la toile est suspendue, je suis en bas. Mais j'ai une bougie allumée, une lampe,
Et c'est avec ça que j'arrive à créer ces formes. Et vu que, comme on a remarqué que c'est de la suie et non de la couleur, j'ajoute à cela par moment de la peinture, par moment de l'aérosol, les bombes. Le créateur a notamment été inspiré par cet artiste peintre canadien avec qui il a pris contact. J'aime beaucoup son travail, j'aime son côté vaporeux où le fumage, la technique du fumage est très présente. Je trouve ça bien qu'en voyant mon travail puis en voyant le processus, tout ça, ça a allumé une flamme sans faire de jeu de mots pour certains artistes à travers le monde. Siba Mouassanzé est l'un des seuls à emprunter ses sentiers en Côte d'Ivoire. Son art captive ou choque, selon l'œil qui le perçoit. Et même sa famille a eu du mal à l'accepter dans ses débuts. On est en Afrique, voilà, ça c'est un fait. Et l'approche que les gens ont de mes œuvres, c'est différent des autres. Je ne dis pas que je suis à part, non, mais le caractère un peu mystérieux, mystique, on a du mal à l'assimiler en Afrique. Il y a de l'intrigue, il y a de la crainte, mais il y a aussi de la fascination, il y a aussi peut-être un regard admirable, voilà. L'artiste trace aujourd'hui son chemin à l'étranger. Il a notamment exposé ses œuvres à New York, aux États-Unis, et à Tel Aviv, en Israël. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.